Et en fait, c'est une petite présentation sur l'avenir des services financiers, puis je trouve que c'est un bon complément, ce que la présentation de Guillaume qui va encore plus loin dans le futur que moi. Et je trouve ça super intéressant, là, les smart contracts. L'enjeu, c'est de comment les écrire, mais c'est sûr que ça ouvre un monde de possibilités. Pour revenir à l'open banking, les gens disent open banking, puis c'est synonyme d'API qui permettent à des tiers parties ou d'autres institutions financières de se connecter sur l'infrastructure bancaire et d'avoir les bonnes informations de manière directement en parlant avec la banque versus en se connectant au compte. Puis je pense que c'est un concept qui a été introduit le plus tôt. Mais ça a toujours été le cas, le concept d'une banque. Tout ce que les banques font, c'est pour faire la standardisation. Donc, j'ai commencé ma présentation en parlant de l'Égypte où il y avait un réseau d'entrepôts à grains où on avait non seulement les entrepôts à grains percevaient les taxes, mais avaient des normes comme le taux d'humidité, etc., pour entreposer le grain. L'idée, c'est qu'un marchand, je sais pas, d'Alexandrie pouvait faire un deal avec un marchand du Caire et se faire livrer la marchandise sans jamais se rencontrer, et le paiement se faisait dans un autre entrepôt de grains. Et c'est très important que, justement, si lui, ça lui coûte, puis là, je n'ai aucune idée de comment il mesurait, mais on va dire une tonne de grains au Caire devait être exactement la même tonne de grains à Alexandrie. Et ça facilite, ça ouvre plein de portes au niveau des échanges commerciaux. Et honnêtement, puis là, on pourrait parler du papier-monnaie que les banques aussi ont émis, etc. On pourrait passer une session universitaire de parler de l'histoire des banques, mais c'est dans la continuité de ce qu'une banque offre essentiellement, qui est de faciliter en fait les échanges commerciaux. Les codes de crédit, c'était à l'époque des bureaux qu'il y avait dans chaque ville, puis je pense que c'était opéré de manière c'était des franchises en quelque sorte. Donc, la plupart des revenus étaient locaux. Aujourd'hui, c'est un peu différent. On fait moins affaire dans sa propre ville. Et ça a permis la centralisation de l'information sur à qui je peux prêter. Et ça a facilité beaucoup les échanges, puis ça a permis d'utiliser beaucoup plus la dette dans notre économie. Donc, c'est la petite base historique pour parler d'extraction de données de compte. C'est ce qu'on appelle le screen scraping en anglais, ou ultimement, si vous connectez à Mint, une application comme Mint ou RBacon, ou si vous utilisez QuickBook puis vous connectez votre compte de banque commerciale, au Canada, malheureusement, on est encore, vous allez mettre votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, et en général, c'est un fournisseur derrière, donc c'est pas notre technologie qui prend les mots de passe. Nous, on les voit jamais chez RBacon, puis c'est le cas de la plupart des applications FinTech. Là. Il y a un fournisseur qui s'appelle probablement Plaid ou Flinks ou MX, il y en a quelques-uns là, dans le marché, qui va prendre les mots de passe. Bien entendu, eux autres aussi l'encryptent toujours, mais ils sont capables de le donner à la banque et ils se connectent comme si c'était un humain. Ils simulent l'idée que l'être humain parce qu'ils ne veulent pas se faire détecter et vont aller chercher l'information. Une des limites de ça, c'est que oui, la technologie du screen scraping pourrait faire du transactionnel, mais personne ou presque personne l'utilise de cette manière-là parce que la différence entre acheter et vendre, imaginons que l'ordinateur, le designer UX a placé le texte un peu de manière confusing, on pourrait imaginer que la technologie appuie sur le mauvais bouton. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très dommageable. Si on parle d'un compte de courtage, c'est acheter ou vendre une position, ça peut avoir faire une très grande différence. Donc, ça limite de travailler comme ça. Présentement, là, dans le marché, les joueurs qui fonctionnent par screen scraping peuvent aller chercher l'information, mais vont pas transiger dans le temps de faire un transfert ou etc. Donc, les API, c'est la manière, puis je sais que ça a déjà été abordé par David le plus tôt, mais c'est la manière plus moderne de fonctionner pour aller chercher de l'information. Donc, l'idée, c'est que plutôt que de donner, mettons, RBacon vos noms d'utilisateurs et mots de passe, RBacon va dire, connectez-vous à votre institution financière et dans le compte d'institution financière, ça va avoir un bouton, ça va être autoriser RBacon à lire seulement mes données. Et là, la beauté, c'est que c'est dans
c'est à l'utilisateur de choisir. Est-ce que moi, je veux donner accès à RBakin à tous mes comptes ou non, je veux juste mon compte de banque courant parce que moi, je veux faire un budget avec RBakin, mais je veux pas qu'il sache c'est quoi mon hypothèque, etc. Je veux pas l'afficher dans l'application. Donc, et le jour où le client dit, ben, je veux plus connecter mes comptes à RBakin, peut directement à partir de son compte de banque déconnecter le lien. Donc, c'est plus rassurant pour les gens parce qu'ils peuvent tout gérer ces permissions-là à partir de chez eux. Et c'est l'avenir, je dirais, au Canada. Il n'y a pas de banques qui sont prêtes. Il y en a qui sont pas prêtes technologiquement, il y en a qui sont prêtes technologiquement, mais qui veulent pas donner accès à leur API. Et au Canada, c'est ça. Il y a Wealthsimple Trade, puis Wealthsimple Placement là, qui ont des API modernes. Questrade aussi, mais c'est très, très limité. On est en retard des États-Unis, puis encore plus en retard par rapport à l'Europe. Donc, en Europe, depuis à peu près un an, là, c'est une loi. Donc, les banques doivent offrir. La loi ne parle pas d'API, mais ultimement, c'est une définition légale de ce qui est plus ou moins un API. Donc, doivent avoir un moyen programmatique d'offrir ce type de connexion-là. Je dirais que c'est beaucoup utilisé dans le monde du paiement, notamment plutôt parce que les conventions bancaires présentement, un virement, ça peut prendre quelques jours à être confirmé. Donc, c'est beaucoup utilisé pour voir est-ce qu'il y a de l'argent dans le compte. Oui, il y en a. Donc, on crédite l'argent, quitte à ce que l'argent soit pas disponible le jour même. Mais oui, ça permet de faciliter les ouvertures de compte, les transactions, mais aussi ça permet à des applications comme nous et autres. Donc, il y a plein d'exemples de choses qui sont possibles grâce à ces données-là, d'utiliser l'information justement bancaire pour créer de la valeur pour les utilisateurs. Donc, les innovateurs, il y en a plusieurs. Puis, je vais vous donner quelques exemples là, pour que ça soit du concret, puisque tu sais, open banking, c'est un peu sec comme enjeu. Mais tu sais, je pense à Drop. Drop, c'est une belle compagnie de Toronto. C'est un programme de loyauté. En fait, c'est un concurrent de Air Miles, on pourrait dire. La beauté, c'est qu'on n'a pas besoin d'une carte en plastique. On n'a pas besoin d'installer des terminaux dans les points de vente. Ultimement, c'est une application mobile. On connecte son compte de banque, ses cartes de crédit. Et les marcheurs participants, l'application voit qu'il y a une transaction chez Walmart. Si Walmart est un participant puis donne une promotion ou des points, automatiquement, les points sont crédités dans le compte Drop de la personne et c'est beaucoup plus facile. Sur le plan opérationnel, c'est tellement plus facile d'onboarder pour Drop. S'ils signent un nouveau détaillant, ils n'ont pas besoin de faire de la formation. Les employés de première ligne n'ont même pas besoin de le savoir. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de dire, mettre une règle dans leur logiciel et puis envoyer un communiqué de presse. Donc, beaucoup plus facile de grossir. Kabbage, c'est un prêteur américain qui vise essentiellement les PME et eux utilisent, et je dirais qu'il y a des joueurs au Canada de plus en plus là, qui font ça, mais ce Kabbage, c'est vraiment démarqué comme ça. Donc, plutôt qu'utiliser la cote de crédit, puis de toute façon, pour les PME, il n'y a pas vraiment, des fois, il y a des numéros d'unbar, mais c'est pas très, très développé, le risque de crédit. Donc, il analyse vraiment le cash flow. Et l'autre moyen traditionnel de faire des prêts, c'est d'évaluer les actifs. Mais pour plein de PME, il n'y en a pas vraiment d'actifs. Donc, l'idée, c'est juste d'analyser est-ce qu'il y a assez d'argent qui rentre pour faire les retraits. Et souvent, des joueurs comme Kabbage vont exiger pour faire le prêt une préautorisation des débits bancaires. Donc, l'idée, c'est qu'ils analysent le fait que si, admettons que c'est 500 $ par mois, les remboursements, ils savent que en fonction des 12 derniers mois, les probabilités sont extrêmement hautes que 500 $ de remboursement passent. Puis, je dis, ça pourrait être 5 000 et autorise le prêt. Et tout le processus prend 5 minutes versus plusieurs jours puis des rencontres en personne dans un réseau bancaire traditionnel. Bien entendu, c'est ça. RBakin, nous autres, on se connecte sur les comptes de banque et les comptes d'investissement, puis on fait de la planification, du budget, puis du suivi de portefeuille. Puis un truc qu'on a, tu vois, ça c'est une présentation qui date d'à peu près un an qu'il a faite à la Caisse de dépôt. Il y a une nouvelle utilisation qu'on a chez RBakin où on est capable d'analyser les transactions de quelqu'un et de dire, voici la carte de crédit, par exemple, qui te donne le plus de remises basée sur le fait que tu dépenses tant en épicerie, tant en essence, parce que chaque carte de crédit a, des fois, ils disent, on donne 2 % de cashback sur l'essence, 1 % sur l'éducation. En tout cas, il y a toutes sortes de programmes. Et pour quelqu'un de voir c'est quoi le meilleur produit pour lui dans le marché,
ça y prendrait des semaines de recherche puis beaucoup d'entrées de données. Nous, instantanément, la personne connecte son compte de banque, on est capable de trouver les meilleurs produits, le compte de banque le plus avantageux, le compte de courtage le plus avantageux. Et la réalité, c'est qu'on effleure seulement la surface de toutes les choses qu'on va pouvoir faire avec les données ouvertes. Je vous ai donné quelques exemples, mais tu vois, cette idée-là, il y a un an, je me doutais pas qu'on allait faire ça. Et c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui. L'intelligence artificielle, ça a commencé avec les chats. C'est toujours populaire dans une présentation des chats. Donc, c'est ça, c'est en 2012 que Google est parvenu à développer un algorithme qui était capable de reconnaître les chats. Ultimement, l'intelligence artificielle existait depuis longtemps, mais c'est une des premières applications concrètes et utiles qui était supérieure à tout ce qu'on pouvait faire avec du logiciel traditionnel. Reconnaître les chats, il n'y avait pas de logiciel traditionnel qui était capable de le faire. À partir de ce moment-là, ça l'a déboulé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup donc tout ce qui est reconnaissance de patterns, reconnaissance vocale, génération vocale. Donc, et ça crée une révolution qui a commencé à peu près en 2012, même s'il y avait déjà des applications d'intelligence artificielle. Essentiellement, l'intelligence artificielle est très, très bonne pour un peu faire de la reconnaissance de formats ou de choses qu'un humain est très bon, mais que les ordinateurs en général sont très mauvais. Puis là, je pense que j'ai une slide qui en parle plus tard, mais ultimement, c'est très utile pour comprendre c'est quoi une transaction. C'est-à-dire, tu sais, mettons que dans un flot de transactions, OK, Walmart, on le sait, parce que ça a été catégorisé que c'est du magasinage, mais potentiellement, on peut savoir, c'est pas logique que quelqu'un fasse 10 000 d'épicerie par semaine, par exemple. Ça, un humain va le dire, mais un logiciel que tu dis, Walmart, c'est l'épicerie, il va dire, il a fait 20 000 d'épicerie par semaine en moyenne. Et il va pas se poser de questions. L'intelligence artificielle, justement, est bonne pour être capable de dresser des portraits, de comprendre, justement, d'analyser ces données-là. L'intelligence artificielle aussi est utilisée dans les marchés boursiers pour faire de la reconnaissance de patterns de négociation boursière. C'est surtout puis Guillaume en parlait là, de GameStop puis toute la game des hedge funds, mais présentement, c'est pas l'investisseur de détail qui utilise l'intelligence artificielle pour investir, c'est ce qu'on appelle les fonds de couverture qui engagent plein de PhD de mathématiques et qui utilisent beaucoup d'intelligence artificielle pour avoir un avantage sur monsieur, madame, tout le monde dans le marché. Donc, c'est ça que je parlais. Les transactions, ça en révèle énormément sur une personne. Je peux savoir, c'est quoi l'assureur d'une personne, c'est quoi son style de vie, est-ce qu'elle a des enfants ou pas. Juste dans les transactions, on peut avoir une très bonne idée de c'est un ménage de combien, puis s'il y a potentiellement des enfants. Puis un exemple qui est même pas de l'intelligence artificielle, qui est un analyse de données en fait de Target qui avait fait du data crunching, qui avait trouvé une espèce de signature de quelqu'un, d'une femme qui est enceinte, et envoyait des lettres avec des packages, je pense que c'était des offres là, gratuites pour les femmes enceintes. Et il y a une adolescente qui avait reçu cette lettre-là, et c'est le père qui avait ouvert la lettre, et ça avait fait la une des journaux. Là, donc, il y a une journaliste qui a trouvé l'histoire, puis ça s'est beaucoup promené parce que le père avait appris que sa fille adolescente est enceinte par l'équipe de données de Target. La beauté, c'est que avec l'intelligence artificielle, de plus en plus, on n'a pas besoin d'un data scientist qui arrive avec une hypothèse et qui fait plusieurs tests pour identifier ce genre de pattern-là. On peut pratiquement automatiser ça et des fois, on va proposer des offres parce qu'on sait qu'il y a un pourcentage de chances élevé que la personne le fasse. Donc là, je parle pas forcément d'offres pour les femmes enceintes, mettons pour un produit financier. Et ça se peut même que personne dans la compagnie, mettons personne chez Arbekin ne sait pourquoi on propose telle offre à telle personne, mais le machine learning qu'on a effectué nous dit que les pourcentages de chances que ça intéresse quelqu'un est très élevé. Et nous, l'avenir, c'est vraiment d'être capable d'anticiper les besoins des gens. Puis je pense que c'est pas juste dans l'industrie du service financier, nous, c'est ce qui nous intéresse. Mais tu sais, Amazon avait, puis je sais pas si avait lancé un programme où il envoyait des paquets avant même que les gens aient commandé. et ça a l'air qu'il y avait un bon pourcentage de gens qui les gardaient. Donc, et ils peuvent regarder plein de choses comme bien entendu le comportement de browsing sur Amazon, l'historique d'achat précédent. Mais si on ajoute à ça tout ce que vous avez
jamais acheté et vos placements, etc. On peut en savoir encore plus qu'Amazon en sait sur vous au niveau financier. Et c'est l'avenir. Et nous, RBCAM, on se positionne justement pour savoir, avant même que la personne se mette, par exemple, à magasiner pour une hypothèque, nous, à cause du plan financier, à cause du comportement au niveau de dépenses, etc., de l'épargne, on est capable de déterminer cette personne-là a des très bonnes chances d'être dans le marché pour acheter une maison. Peut-être aussi parce qu'il a consulté des articles qui parlaient d'hypothèque. Ça, c'est sûr, c'est moins spécial. Mais l'idée, en fait, et c'est vrai dans l'industrie des services financiers, mais je pense que c'est vrai dans l'ensemble de la société, les entreprises qui vont avoir du succès à long terme vont être capables de vendre quelque chose à la bonne personne avant même que la personne se soit mise à magasiner. D'ailleurs, Julien, si c'est possible, tu vas devoir conclure parce que le temps file. Génial, c'est ma dernière slide. Puis tout ça, oui, c'est bon pour l'entreprise qui l'exploite, mais aussi les humains sont très illogiques. Donc, cette manière d'anticiper les comportements humains peut permettre aussi de corriger les biais cognitifs, que ce soit l'aversion à la perte, même dans le cas d'une dynamique d'investisseur ou les comportements de dépenses. Nous, par exemple, dans RBCAM, quand les gens font leur budget, on est capable de prédire que les gens vont dépasser leur budget avant qu'ils dépassent. Parce que c'est bien beau de dire que tu as dépassé ton budget en février, mais si tu as dépassé ton budget en épicerie, tu vas continuer à manger. Fait qu'il est un peu trop tard. Donc, nous, on le prévoit avant. Et l'idée, c'est de corriger justement les failles humaines avec ça. Donc, oui, il y a de la valeur pour faire de l'argent avec les gens, mais on peut créer aussi beaucoup de valeur pour les clients et les utilisateurs avec ces technologies-là. Donc, c'est ce qui conclut ma petite présentation.